Bien, donc l'objectif c'est de parler des smart grids. Il y a eu tout à l'heure, on a parlé des smart grids, des smart buildings, smart grid ready. Là, on va parler plutôt des réseaux d'énergie et comment les réseaux d'énergie peuvent apparaître face aux collectivités territoriales, aux collectivités locales comme complémentaires. Donc nous avons la chance d'avoir Philippe Montloubeau, président d'Enedis, que je remercie. Thierry Franck de Préaumont, président d'IDEX, donc qui a peut-être des nouvelles à nous annoncer. Donc Gérard Lebihan, qui est président de l'Interpol Smart Energy French Cluster, c'est ça? Donc qui est une alliance des pôles de compétitivité. Donc Jean-Luc Cizel, c'est ça, hein, de GRDF, et Alexis Gelé de la FNCDR qui représente le sénateur Pinta. Bien, voilà. Donc l'objectif, c'est de vous présenter un document qui a, alors pas tout, qui nous a donné un petit peu de temps de travail pour que vous aurez, je vous indiquerai à la fin de la conférence où vous pourrez le trouver, pour aider les collectivités territoriales à implémenter, comme on dit, des solutions smart grid et devenir donc smart grid ready. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais le sujet de ce plateau, c'est de parler du chapitre, je crois 3 ou 4, je ne sais plus, à force, de la complémentarité des énergies, parce qu'il est vrai que les territoires et les citoyens sont au cœur des changements induits par la transition énergétique et numérique dans la vie quotidienne. Et finalement, les smart grids, ou ce qu'on appelle donc les réseaux d'énergie intelligents, toutes énergies confondues, apparaissent comme désormais des principaux outils et leviers de ces évolutions en France. Donc rendant effectivement les énergies complémentaires. Et donc le déploiement des solutions smart grid dans les territoires implique effectivement une mobilisation forte des acteurs et aussi une meilleure connaissance des acteurs pour organiser finalement ces nouvelles façons de faire, pas uniquement sur le plan technique, mais sur le plan juridique, technique et économique. Donc voilà, avant, et je vais d'abord passer la parole à Gérard, donc parce qu'on lance officiellement ce guide. Le guide est le fruit d'un travail d'équipe avec l'association Think Smart Grid, donc l'Interpol, Think Smart Grid, la FNCCR, et on a eu le concours de l'ADEME qui n'a pas pu être là. Donc Philippe Montloubeau est aussi peut-être à double titre, président d'Enedis, mais aussi président d'une association dont il dira un mot, qui est l'association Think Smart Grid, qui rassemble les acteurs des réseaux intelligents. Donc Gérard, en quelques minutes, 2 mots sur ce qu'est l'Interpol et pourquoi ce guide. Oui, bonjour à... Alors ça ne marche pas, si ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Alors l'Interpol, on a changé de nom récemment. On s'appelle maintenant Smart Energy French Clusters et c'est bien l'objet de la discussion d'aujourd'hui, c'est qu'on s'est rendu compte, ça ne marche toujours pas. Voilà, c'est mieux. Donc je recommence. L'Interpol regroupe les 10 pôles de compétitivité numérique et énergie. Les pôles de compétitivité, vous savez, c'est des structures d'accompagnement de l'innovation qui sont sur l'ensemble du territoire national et on est à la fois le représentant des territoires et le représentant des PME puisque 80% des adhérents des pôles sont des PME. Et dans cette démarche d'accompagnement de l'innovation sur les réseaux intelligents d'énergie, on a imaginé il y a maintenant 18 mois, et c'est le résultat de 18 mois de travail avec Think Smart Grid, avec l'ADEME, avec la FNCCR, on a imaginé qu'il était nécessaire d'aider nos territoires et charge à nous après sur les différentes zones d'action des pôles d'accompagner les collectivités territoriales. Il était donc nécessaire d'avoir ce guide qui décrit la totalité finalement des différents aspects du déploiement d'un système intelligent d'énergie. Il insiste, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, sur la dimension multi-énergie. Parce que quelque part, j'ai l'habitude de dire qu'il faut que ça fasse système. Et pour faire système, il faut que les différentes énergies coopèrent les unes avec les autres. Et en tant que pôle numérique, Imager Réseau sur le Grand Ouest de la France, on sait bien que le numérique est un outil. Ce n'est qu'un outil, mais c'est un outil à la fois essentiel et indispensable pour rendre les réseaux intelligents.
Philippe Manlovou, donc en tant que président d'Enedis et président de l'association, bon, on va parler d'abord d'Enedis. Enedis est considéré comme un opérateur structurant, c'est comme ça qu'on a l'habitude de le dire. Donc, et c'est vrai qu'on parle souvent, peut-être trop souvent parfois, des réseaux électriques intelligents, mais l'objectif c'est finalement, peut-être avec les données ou autres, comment est-ce que vous voyez ou tu vois la complémentarité des énergies vue par un opérateur, un gestionnaire de réseau de distribution? Bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors je la vois, mais fort heureusement, je ne suis pas le seul à la voir, parce que quand on dit que les collectivités ont besoin d'aide, et d'abord bravo pour cette initiative que nous avons soutenue les uns et les autres, Enedis, mais l'association, je veux dire, il y en a, oui, on le voit bien ici à Nice, il y a des collectivités qui n'ont pas vraiment besoin d'aide et qui ont déjà largement anticipé toutes ces évolutions, qui nous donnent justement l'opportunité de pouvoir fédérer l'ensemble des acteurs. Et si je reviens sur Nice Meridia, par exemple, qui est un acteur ici, une vraie référence, on voit bien à quel point, je dirais, le principe même d'avoir initié cette démarche de par la collectivité, et en l'occurrence la métropole de Nice, a fédéré en soi l'ensemble des acteurs qui sont aujourd'hui réunis dans ce qu'on appelle le Smart Grid Ready, qui est aujourd'hui l'initiative qui a été prise de préparer ce document. Alors pourquoi ça? Parce que justement, à partir du moment où ce quartier, ou cette partie ou cette nouvelle extension de la métropole veut être une référence en matière d'énergie, en matière de protection de l'environnement, en matière de développement justement d'une proximité renouvelée avec l'ensemble des acteurs soucieux de développer l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables, il était indispensable que les acteurs travaillent ensemble. Alors on l'a initié dans un premier temps, il y a quelques années, avec un premier démonstrateur qui était situé à proximité à Carros, exactement ici même, qui s'appelait Nice Grid, qui a montré à quel point on pouvait justement, avec les acteurs locaux, créer de véritables références, non seulement nationales, mais véritablement européennes, pour ne pas dire mondiales, puisqu'un certain nombre d'acteurs, y compris singapouriens, québécois, sont venus sur Nice Grid, mais on est passé à la vitesse supérieure avec un projet qui s'appelle maintenant Nice Smart Grid Valley, justement Nice Smart Valley, sur lequel, là encore, il a fallu aller chercher l'ensemble des acteurs et l'élargir pour trouver des références en matière de flexibilité, pour trouver de nouvelles références en matière de stockage. Et ces références, elles existent évidemment dans le domaine électrique, et il va encore falloir les implémenter, les développer, d'où l'importance de l'association Think Smart Grids et d'ensemble des acteurs des réseaux électriques, mais également elles existent. Elles existent dans le gaz, elles existent dans la chaleur, elles existent dans le froid. Et c'est tout l'intérêt justement de cette démarche à l'initiative, encore une fois, des collectivités. Donc je trouve que le fait de poser cette question est en même temps une partie de la réponse, puisqu'on voit bien qu'elle existe dans le champ des industriels, elle existe dans le champ des associations, mais elle existe peut-être, je dirais, d'abord et avant tout dans le champ des collectivités qui aujourd'hui, certains d'entre vous qui m'écoutent connaissent ma référence à Al Gore qui, lors de la COP 21, avait dit, quand on lui demandait quelle était la trace qu'aurait laissée la COP 21, au-delà de la référence diplomatique et le succès diplomatique français, il avait dit l'élément majeur de la COP 21 aura été de transférer à la société civile la transition énergétique. Et je trouve qu'on est rigoureusement dans le champ de l'implication, de la responsabilisation, de l'engagement fort des différents acteurs dont les collectivités sont par définition le réceptacle. Merci Philippe. C'est la raison pour laquelle je vais passer la parole à Alexis, qui va nous expliquer pourquoi finalement les collectivités sont très sensibilisées ou sensibles à ces aspects-là de transition énergétique, comme d'ailleurs la transformation numérique. Donc en quelques mots, pourquoi c'était nécessaire de travailler sur un document de ce type-là? Alors peut-être une évidence pour commencer, c'est que les réseaux de distribution de l'énergie, que ce soit l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid, sont sous la responsabilité des autorités organisatrices au bout d'un moment. Donc c'est tout naturellement que les collectivités s'intéressent à la façon dont sont exploités et dont fonctionnent les réseaux. Et la révolution numérique doit effectivement pénétrer l'ensemble de ces réseaux pour le meilleur service possible à destination des contribuables. Des contribuables? Oui. Des citoyens? Des citoyens, contribuables. Donc ça revient à ce que disait Philippe, que finalement la transition énergétique, c'est quelque chose, l'affaire de tous. Jean-Luc, le GRDF a contribué aussi à ce guide, probablement parce que le projet Interflex, qui n'est pas très loin d'ici,
a permis de représenter sous forme non pas d'un démonstrateur, mais d'une expérimentation, cette possibilité pour des citoyens ou des collectivités d'utiliser finalement l'apport des différentes sources d'énergie que l'on peut utiliser. Quel est ton témoignage là-dessus et en propos d'énergie verte, on a parlé hier d'énergie verte sur la conférence sur la transition énergétique. Là, il y a peut-être une vraie plus-value. J'ai entendu qu'il n'y aurait pas d'énergie verte. Le président de la Creux a dit, si je me souviens bien, l'énergie sera verte ou sera pas, ou quelque chose comme ça. Hors gaz vert, point de salut pour le gaz. Voilà. Donc, vas-y. Une façon de résumer ce qu'a dit le président Carenco hier. Oui, effectivement, nous sommes partie prenante aux côtés de nos amis d'Enedis et sous leur impulsion pour faire en sorte de démontrer, notamment dans le cadre d'Interflex, la complémentarité des énergies et notre capacité commune à interconnecter les réseaux avec l'ensemble des autres acteurs pour faire en sorte que, en permanence et à tout moment, la meilleure énergie soit utilisée au meilleur moment et au meilleur endroit. Tu as évoqué tout à l'heure des possibilités de stockage. Effectivement, un des apports du gaz dans ces projets, c'est la capacité qu'a le gaz à récupérer, lorsque c'est nécessaire, sous une forme gazeuse, qu'elle soit H2 ou CH4, les excédents qui peuvent apparaître ici ou là de production d'électricité, notamment par de l'éolien ou du photovoltaïque, et donc de conserver cette énergie pour une réutilisation ultérieure sous une forme ou sous une autre. L'autre contribution qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que un certain nombre de nos clients sur les zones concernées mettent en place des systèmes de chauffage ou d'utilisation d'énergie qui puissent utiliser indifféremment l'électricité ou le gaz. Et donc mettre à la disposition des autorités en charge de l'équilibre du réseau une flexibilité qui naît du fait qu'un certain nombre de nos clients pourront basculer d'une énergie à l'autre au moment où le réseau en aura besoin. Voilà pour illustrer ce que sont une partie de nos apports. Donc, en d'autres termes, on parle de la flexibilité électrique qui est plus connue, on va dire, à la vraie flexibilité énergétique, mais il manque une... On est bien d'accord. Et donc, justement, pour compléter, donc merci Monsieur Franck de Premont d'être présent parmi nous. Vous êtes le président d'IDEX. Alors, c'est une société privée, hein, je pense, parce que j'ai compris. Non, parce qu'il y a eu... et donc, je crois que c'est encore moins connu, les smart thermiques. On en parle un petit peu, bien sûr, dans le document, mais on ne fait que démarrer pour parler des smart grids thermiques. Et je pense que c'est là-dessus où, peut-être grâce aux capteurs, dont on parle beaucoup dans un événement comme celui-ci, grâce aux capteurs intelligents, grâce aussi au système de pilotage énergétique, on en parle dans certains quartiers comme je crois, Méridia, enfin j'espère, c'est ce que j'ai compris, grâce, comme le suggérait Philippe, là, la communication, à faire vraiment que tout ça, ça va travailler dans le même sens. Oui, donc les réseaux de chaleur. Alors, et de froid, pardon. Et de froid. Les deux, je vais y venir. En fait, je crois que la transition énergétique a complètement changé le logiciel dans lequel on intervient. C'est-à-dire, on est passé d'un monde très industriel, orienté vers la production, donc le monde du push, vers un monde qui devient orienté vers la demande. Et quand on regarde la demande, c'est à ce moment-là que les choses se transforment parce que la première énergie dont on a besoin, c'est la chaleur. Et le froid, évidemment, ça représente à peu près la moitié de l'énergie qui est demandée. Donc la demande en énergie, c'est d'abord une demande d'ordre thermique. Et c'est là où les réseaux de chaleur et les réseaux de froid prennent toute leur utilité parce qu'on est dans un monde décentralisé. La chaleur, ça se transporte sur courte distance. Et donc, c'est là où se construit la Smart City, c'est-à-dire un endroit où on produit, on consomme localement la chaleur. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans l'expérience que nous avons, nous, IDEX, depuis un certain temps dans ces nouveaux quartiers, on arrive à combiner les différentes formes d'abord de chaud et de froid. C'est-à-dire qu'on peut intelligemment produire simultanément du chaud et du froid, en quelque sorte un frigidaire version nouvelle technologie. Et ça permet évidemment d'améliorer considérablement l'efficacité énergétique et en même temps de réduire les émissions et l'empreinte environnementale dans la ville. Et c'est là où arrive la deuxième conséquence, c'est qu'on rentre dans le monde de la convergence des énergies. Pourquoi? Parce que produire du chaud et du froid, ça se fait facilement avec des pompes à chaleur
et donc on a besoin d'électricité. Et à partir de là, on peut réguler le système. Comment? Lorsque vous avez besoin de froid, vous avez de l'électricité pas chère la nuit, vous produisez de la glace, qui est en quelque sorte une façon de stocker de l'électricité sous forme de froid, de frigorie, que vous allez redistribuer dans la ville, dans la journée. Et inversement, c'est du côté du chaud, c'est le ballon d'eau chaude qu'on connaît bien. Voilà. Et donc ces régulations, ces nouveaux objets intelligents, ils permettent d'utiliser de manière optimale les différentes énergies pour les redistribuer à l'utilisateur quand il le souhaite sous la forme dont il a besoin, chaud, froid, électricité. Bien, merci. Alors, on est... Philippe, peut-être si tu veux compléter. Je compléter, surtout renforcer ce qui vient d'être dit, et en particulier en insistant que cette convergence n'existe que effectivement du fait de la délocalisation d'un grand nombre d'énergies et de la production d'énergie en particulier, autour des ENR et des énergies renouvelables tout particulièrement, mais surtout parce que le numérique permet aujourd'hui de disposer, tu l'as dit toi-même, d'un grand nombre de capteurs, et ces capteurs sont absolument indispensables. Cet empowerment des territoires et des collectivités, le guide y contribue, est un moment important, je dirais, en la matière, pour justement pouvoir donner toute sa dynamique à la transition énergétique. Alors évidemment, vous ne serez pas surpris si je fais un plaidoyer pour le compteur communicant et Linky en particulier, mais c'est vrai que quand on voit aujourd'hui la distance qui existe encore dans un certain nombre d'esprits individuels, ça peut s'expliquer, mais au niveau des collectivités un peu moins, qui est entre le bénéfice, justement, en matière d'efficacité énergétique, en matière de valorisation des ressources potentielles des collectivités, en matière de convergence des énergies qui sont autant de sources de valeur pour les différents territoires, on voit bien qu'il y a là encore un gap à franchir. Et ce type de rencontre ou ce type de guide est sans aucun doute un élément indispensable pour poursuivre ce travail de compréhension. Alexis Gelé pourrait le dire aussi bien que moi, même mieux, ce travail de compréhension et de développement de la connaissance, de la compréhension ce qu'aujourd'hui les données peuvent apporter. Donc je dirais, la convergence n'existera, ou cette transition énergétique dans les territoires n'existera que si nous sommes collectivement capables de développer cette logique de mise à disposition de données, qu'elles soient d'origine énergie, gaz ou autre, ou électrique. Et ça, je pense que les échéances sont courtes. C'est-à-dire le time to market est court, en l'occurrence, quand on voit aujourd'hui le champ de potentiel de développement qui existe et sur lequel se positionnent beaucoup d'acteurs. Philippe, Gérard ? Oui, pour renforcer, je pense que dans le guide qui a été rédigé là, il y a beaucoup d'exemples. Et je pense que notamment pour les élus et les collectivités, il est intéressant de regarder ce que d'autres collectivités ont pu faire, comment elles se sont emparées du sujet. Il y a une dimension aussi de gestion de projet, il ne faut pas se voiler la face. C'est souvent des projets compliqués. Il ne faut jamais oublier, il y a des démonstrateurs, il y a une centaine aujourd'hui qui ont été déjà déployés, notamment beaucoup grâce à Enedis sur les territoires. On s'aperçoit que l'appropriation par les citoyens, elle est essentielle. Et donc, le déploiement d'une solution comme ça, elle doit aussi s'accompagner d'un accompagnement de l'usager /citoyen / t'as dit quoi, contribuable. Voilà. Mais je pense que c'est essentiel. C'est essentiel. Donc, et dans le guide, on a bien pris soin d'aller prendre des exemples avec des témoignages de collectivités qui expliquent comment elles ont pu déployer et comment aussi se faire accompagner. Et pour faire aussi une démonstration pro domo de la part des pôles, nous, pôles de compétitivité, qui sommes présents maintenant sur l'ensemble du territoire national, on s'engage au travers de l'existence de ce guide, au travers de l'Interpôle, à accompagner au plus proche les collectivités, avec en tête aussi que notre objectif en tant que structure de compétitivité, c'est de faire en sorte que des solutions imaginées, développées, mises au point en local, puissent trouver leur place dans des projets qui sont souvent importants, et que donc l'innovation française, c'est un des objectifs de Think Smart Grid, qui est là pour défendre la filière au niveau national et international. On a aussi l'intérêt d'avoir des solutions issues de nos entreprises, de nos startups, qui soient déclinées sur les territoires. Donc vous aurez compris que ce guide a des vertus pédagogiques. Évidemment, il n'explique pas tout. Il est fait pour sensibiliser. Et il y a aussi un paragraphe sur l'accompagnement à la fois des collectivités et aussi des citoyens. Donc tout le volet social et sociétal, il y a des changements forts et lourds
qui accompagne toutes ces mutations. Alexis. À propos du volet sociétal, il y a la question de l'acceptabilité sociale du changement. On sait bien que voilà, tout ce qui change perturbe l'existant et psychologiquement, ce n'est pas forcément facile à suivre pour tout le monde. Donc on compte vraiment, et enfin la FNCCR regroupe principalement des élus locaux qui sont des bons relais pour convaincre les administrés de l'utilité et des bienfaits qu'on attend des réseaux intelligents et des objets connectés. Il faut se familiariser, il faut que nos concitoyens se familiarisent avec tout cet nouvel environnement et apprivoisent les objets connectés et on aura atteint l'acceptabilité sociale quand ils les auront domestiqués. Très bien. Alors alors je vous rassure, on ne prendra pas trop de temps, on finira à 13h. Je voudrais parler, parce qu'on est à Innovative City, d'innovation. En fait, il y a quand même des opportunités de créer des nouveaux métiers. Donc, je pense que vous êtes tous capables autour de la table d'y répondre. Les nouveaux métiers, est-ce qu'on va les voir poindre? À quelle échéance? Alors, on ne peut pas deviner non plus, mais quel type de métier? De pilote, d'agrégateur, de pilotage, de pilote énergétique de quartier. Voilà. Est-ce que les startups que l'on voit là à l'entrée de l'événement, il y en a, je dirais, beaucoup plus dans la mobilité que dans l'énergie? Est-ce qu'il y a des raisons? Elles s'intéressent quand même à nos secteurs, parce que c'est aussi un domaine que je connais bien. Donc voilà, comment on peut pousser l'innovation et la création d'emplois presque et de développement économique autour de ces nouveaux métiers? Je veux bien commencer, je pense que je ne serai pas le seul à répondre en l'occurrence, mais non, plusieurs éléments de réponse. Le premier d'abord, en tant que président d'une grande entreprise industrielle, il est évident que l'accélération qu'on vient d'évoquer autour de la transition énergétique amène à re-questionner également l'innovation. Et je pense que tous les industriels qui sont présents aujourd'hui sur ce salon ont parfaitement compris que l'innovation était devenue aujourd'hui un phénomène beaucoup plus horizontal qu'il n'a été vertical historiquement. Et la preuve, tu parlais des startups, c'est donc dans cette connexion, je dirais, à l'ensemble des terreaux d'intelligence que représentent à la fois les territoires, mais aussi les filières industrielles, que l'on va trouver à l'intérieur de coopération les solutions nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, l'innovation, elle permet d'appréhender les solutions qui sont nécessaires à la réponse à tel ou tel territoire, à tel ou tel projet, comme ça a été dit, ou à telle ou telle imagination développée par une start-up. Et ça, c'est nécessaire. Donc aujourd'hui, on appelle ça l'open innovation, c'est le terme un peu anglo-saxon pour le définir, mais ça signifie bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, sont aujourd'hui amenées et donc ont tout intérêt à l'anticiper. Donc je le dis, c'est le cas pour Enedis, nous travaillons avec un lot de petites entreprises, de start-up qui nous permettent de développer cette horizontalité, donc cette réactivité, donc cette capacité aussi à aller chercher des technologies qui relèvent aussi bien du domaine des télécommunications que de la santé pour, encore une fois, donner l'accélération nécessaire et ce que j'évoquais tout à l'heure, le time to market au sens technologique. Dans le même ordre d'idée, le deuxième élément, il est, encore dans cette logique de coopération, il est très largement dans le champ international. On a évoqué à plusieurs reprises l'association Think Smart Grids dont je suis président, enfin, je suis vice-président aujourd'hui, après peu importe les rotations nécessaires au sein de l'association, mais peu importe. Et on s'aperçoit, et ce salon le démontre par sa croissance régulière, il y a aujourd'hui un marché potentiel dit des Smart Grids qui est extraordinaire au niveau mondial. Et je peux vous dire, pour avoir, je dirais, arpenté un certain nombre de pays à fort potentiel à travers ma présidence de l'association et présidence d'Enedis, que la demande est extraordinaire, que la filière française en la matière est absolument remarquable et détient en son sein à peu près toutes les composantes et en fait certainement une filière d'excellence. Et ces besoins, ils sont aussi bien en Inde, en Indonésie, à Singapour, en Afrique, etc., dans lequel il y a là
parce que justement ces solutions, nous sommes capables de les concevoir, parce que nous avons à la fois la recherche, les pôles universitaires nécessaires, ça a été dit par Gérard, les sociétés, les entreprises industrielles nécessaires, les start-up, l'intelligence des territoires, nous sommes capables d'aller la prendre. Et cette innovation-là, non seulement on va la concevoir ici, on va la développer là-bas et on va en retirer également un maximum de retours potentiels pour appréhender aussi bien des solutions de développement de microgrids en Afrique ou dans les îles indonésiennes, dans lesquelles la France a et aura certainement une part prépondérante à jouer. Donc on est là dans une toute nouvelle dynamique au sein de l'innovation, avec, tu l'as souligné, des métiers qui émergent, évidemment, et de manière très simple, presque au quotidien, au sens industriel du terme, cette fois-ci, pour revenir à Enedis, parce qu'on ne manage plus les réseaux de la même manière, parce que la connexion que l'on a avec nos différents amis énergéticiens, elle doit s'opérer à l'échelle des territoires, ça enrichit, ça amène des besoins de compétences, c'est vrai, nouveaux, et cela, il y a une vraie compétition, y compris interne, il faut qu'elle s'organise, et là aussi, l'association a un rôle à jouer. Et beaucoup comptent sur les opérateurs structurants. Monsieur Fremont. Oui, moi je voudrais revenir en fait sur l'usager final qui, du fait de ces innovations, joue un rôle de plus en plus central. Et on a signé, c'est ce que je voudrais mentionner, un accord de partenariat aujourd'hui avec Energic, qui est un accord qui donne à cette start-up la possibilité qu'on a déjà utilisée avec une première expérience tout à fait réussie, de faire monter en puissance les utilisateurs dans les comportements qui sont essentiels dans le fonctionnement de l'écosystème entre la ville et l'utilisateur. Voilà. Et donc là, on a une expérience réussie d'une start-up avec laquelle on vient de s'associer et on a petit à petit un déploiement qui rentre en puissance et qui permet de montrer que de façon ludique avec ces nouveaux outils, on peut agir sur les comportements et donc agir dans le sens de la meilleure efficacité énergétique. Oui, pour revenir sur cette notion d'évolution des emplois et des métiers, à partir du moment où on est dans un monde où la production d'énergie se fait de plus en plus locale, de moins en moins carbonée, sur des réseaux qui ont à intégrer l'ensemble de ces productions locales pour faire en sorte que tout le monde continue à être alimenté. On se retrouve effectivement sur une complexité en termes de captage de l'information, traitement de l'information, pilotage des différentes installations. Et là, il y a des champs énormes pour tout un tas de métiers qui existent déjà et qui sont en train de se développer. On est en train, par exemple, sur Interflex, d'apporter la preuve avec nos partenaires qu'on est capable de faire ce pilotage-là sur une zone donnée. Il faudra l'étendre. Il faudra traiter les zones voisines. Et il faudra intégrer, et c'est déjà en cours, au sein de ces productions locales, tout un tas de productions qui, elles aussi, vont nécessiter un pilotage qui sera local. Et donc, ça va créer des compétences et des emplois. Par exemple, pour revenir sur mon métier, pour fabriquer du gaz, lorsqu'on fabrique du méthane, on le fait forcément localement, on le fait forcément avec des hommes qui sont à proximité et on le fait forcément avec des systèmes de télécommande et de télégestion qui ont été installés localement. Voilà, pour illustrer un petit peu ce qui se fait aujourd'hui et ce qui va continuer à progresser en termes d'évolution d'emploi et d'évolution des compétences. Donc, on a toutes les raisons d'être très optimiste. Gérard. Non, je voulais juste rajouter une chose par rapport à ce que tu as expliqué sur ce qui a été dit sur les nouveaux métiers. Et là, il y a un rôle majeur des structures qui définissent les formations. Et ça commence dès les CFA. Hein. C'est-à-dire que demain, il va falloir que les installateurs soient compétents non seulement dans le 220 volts, mais aussi dans le 12 et dans le 5, et qu'il y a une dimension très très importante et fondamentale, puisque le numérique, c'est extraordinaire, mais c'est aussi une capacité potentielle d'attaque supplémentaire. Et donc la formation de tous ces acteurs à la cybersécurité, elle sera tout aussi essentielle. Donc là, il y a un bel enjeu aussi pour l'éducation nationale et plus globalement l'ensemble des organismes de formation. Bien. Je pense qu'on a fait un bon petit tour pour tenir. Donc, vous retrouverez ce plateau TV d'ailleurs, je pense, sur les réseaux sociaux ou autres. Je ne sais pas qui veut donner le mot de la fin. Philippe peut-être, Gérard. Donc, oui. Donc
Je Vous veux bien, c'est retrouverez prétentieux, je ne veux pas m'arroger. ce document sera téléchargeable Voilà. très bientôt parce qu'il y a encore, parce qu'en fait on ne le tire pas en format papier. Il sera téléchargeable sur les sites des pôles de compétitivité de l'Interpol, sur le site de Fix Madrid, sur le site de la FNCCR, sur le site de l'ADEME bien sûr, d'autres opérateurs qui voudront, enfin d'autres associations qui voudront finalement nous rejoindre parce qu'il connaîtra, je pense, rapidement une nouvelle version. Donc n'hésitez pas en tout cas à interpeller, si j'ose dire, les organismes présents en directement ou indirectement pour en savoir un petit peu plus. Donc Philippe, c'est un mot de la fin, voilà, on va le faire avec une mise en évidence de ce guide en remerciant ceux qui y ont travaillé, évidemment, tous les acteurs qui sont là aujourd'hui. On va souligner le travail de Jean-Marc tout de même, qui a été l'artisan de la rédaction de ce guide, et je pense que c'était utile. On voit bien qu'on a là un élément qui n'est qu'un starter, en l'occurrence, qui va renvoyer vers tous les acteurs qui sont très présents sur ce salon, qui, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, montre à quel point la dynamique est créée quand on voit son évolution. Et puis alors, un deuxième mot de la fin qui sera rendez-vous au showroom de Nice Smart Valley, qui est pas loin d'ici. Je pense que vous y verrez la traduction de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Voilà, merci encore. Merci à tous et merci d'avoir été présents. Et bonne continuation.